Bonjour et bienvenue à notre nouvelle série Faites le plein, donc qui est dédiée aux sessions d'échange sur des pratiques novatrices, sur les pratiques en santé bien sûr et services sociaux en contexte francophone minoritaire. Je suis Adam Berada et j'aurai le plaisir donc d'être votre hôte pour cette première session et donc qui est organisée par la Société Santé en français, donc le GREFOPS, donc le groupe de recherche sur la formation et pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire. Alors, est-ce qu'on peut avancer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Voilà. Donc, avant de commencer cette séance, je voudrais préciser donc, que la SSF et le GREFOPS reconnaissent que leurs bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous honorons les territoires traditionnels sur lesquels nous vivons, travaillons et nous divertissons. Donc, quelques règles de logistique avant donc de poursuivre. Nos invités donc sont sur sourdine automatiquement, mais vous pourrez participer pendant la présentation, donc par écrit dans la boîte de conversation chat. Et pendant les périodes d'échange donc, qui suivront chaque présentation, vous pourrez participer verbalement en levant la main pardon, et en activant votre micro et votre caméra. Nous avons des gens qui arrivent, c'est extraordinaire. Alors, commençons cette séance par la présentation donc, du répertoire de pratiques novatrices en santé et services sociaux en langue officielle et contexte minoritaire. Et pour ce, donc, je vais faire appel à Monsieur Sébastien Savard, qui est membre fondateur et actuel co-responsable du GREFOPS. Sébastien, bonjour, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence en grand nombre. C'est un honneur, un plaisir pour moi là, de lancer finalement ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, le mandat qu'on m'a confié aujourd'hui, là, c'est de présenter un petit peu la genèse de ce répertoire. En d'autres termes, comment et pourquoi on est arrivé à créer ce répertoire de pratiques novatrices au GREFOPS en collaboration avec la Société Santé en français. Alors, il s'agit de mentionner dès le départ que, finalement, le GREFOPS, fait de la recherche sur la question de l'accès aux services sociaux et de santé en français depuis une quinzaine d'années. Nos premières recherches ont davantage cherché à mettre en lumière les facteurs, qui favorisent l'accès aux services en français et aussi les obstacles qui confrontent les organisations, qui, veulent améliorer l'accès aux services de santé et de services sociaux pour les francophones de leur communauté. Dans le cadre de ces recherches-là, finalement, que nous avons réalisées, nous avons eu l'opportunité de discuter avec plusieurs gestionnaires d'établissements et d'organisations qui offrent des services à la population. Et un grand nombre d'entre eux nous disaient qu'ils avaient une réelle motivation et aussi qu'ils sentaient une certaine pression pour améliorer l'accès aux services en français pour les francophones de leur communauté, mais que souvent, ils se sentaient démunis face à ce mandat, qu'ils avaient l'impression finalement de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'ils pouvaient le faire dans leur organisation, compte tenu aussi, il faut bien le dire, là, de leurs ressources limitées, pour améliorer cet accès aux services de santé et services sociaux en français. Alors, c'est pourquoi finalement, le GREFOPS a décidé, suite à ce constat, de réorienter un petit peu leur projet de recherche et de prioriser, finalement, des recherches qui auraient pour mandat, de créer, de soutenir finalement les gestionnaires et les organisations désirant améliorer l'offre de services sociaux et de santé en développant des outils concrets, pratiques, leur permettant de mieux répondre aux besoins des francophones qu'ils desservent. Alors, c'est dans ce cadre-là, finalement, que, dans ce contexte, que, est venue l'idée de, créer le répertoire de pratiques novatrices en santé et services sociaux en langue officielle, en contexte minoritaire, qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On voyait la nécessité, de créer un répertoire où, les gestionnaires qui avaient, un intérêt pour améliorer l'accès aux services en français dans le milieu, de donner accès à de nouvelles initiatives ayant cet objectif. Finalement, on s'est dit, il faudrait leur donner accès à un répertoire dans lequel ils pourraient aller puiser des idées, finalement, s'inspirer pour répondre aux besoins de leur communauté francophone.
Mais le GREFOP savait on pourrait pas, qu'il ne pouvait pas répondre seul à ce mandat-là, qu'il devait finalement collaborer avec d'autres partenaires pour ce faire. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de contacter la Société Santé en français pour leur partager un petit peu notre besoin. Et parce que nous, on savait que la Société Santé en français avait été en contact avec des réseaux répartis à la grandeur du pays et dans le cadre de leurs fonctions, finalement, ils étaient amenés à être en contact avec des pratiques et des initiatives qui pourraient être intéressantes à mettre en valeur. Et ça donnait bien parce que justement, la Société Santé en français cherchait à valoriser de leur côté également des pratiques qu'ils avaient eu l'opportunité d'identifier en collaborant avec les différents réseaux. Alors, on arrivait vraiment notre proposition arrivait à un parfait moment car eux-mêmes voyaient qu'il y avait un besoin et une nécessité d'offrir finalement ce type d'outils à des organisations qui caressaient le projet d'améliorer l'accès aux services en français de leur communauté. C'est ainsi finalement que la Société Santé en français a fait un appel finalement de projets ou d'initiatives dans leurs différents réseaux pour inviter leurs membres finalement à leur proposer des initiatives qu'ils avaient observées dans leur communauté, qu'ils trouvaient qui mériteraient, qui étaient suffisamment pertinentes et intéressantes pour être inscrites dans notre répertoire. Et de notre côté, on a vraiment on avait nous-mêmes, de par nos recherches antérieures, identifié des pratiques qui nous apparaissaient super intéressantes et qu'on pensait qui pourraient alimenter finalement des gestionnaires qui voulaient mettre en place des nouveaux projets dans leur propre organisation ou communauté. Alors, nous avons engagé finalement Solange Van Kemenade qui nous a aidés à créer ce répertoire, qui a contacté les promoteurs des projets qui avaient été identifiés par la Société de santé en français et par nos propres recherches. Et aussi, elle a travaillé à faire de l'analyse de documentation qui avait été produite par ces différentes initiatives-là. Alors, c'est ainsi que nous sommes arrivés à une première mouture du répertoire en 2017 qui présentait 16 pratiques novatrices regroupées à l'intérieur d'un cahier à l'époque, là, et que nous avons après ça diffusé dans nos différents réseaux. Toutes les pratiques n'étant pas au même point de développement, nous avons retenu le cadre d'évaluation élaboré par le Conseil canadien de la santé, ainsi que sur la définition de l'Agence de la santé publique du Canada pour distinguer vraiment les différentes pratiques entre elles. Donc, pour distinguer les pratiques qu'on pourrait considérer comme étant émergentes, des pratiques qu'on pouvait constater ou identifier ou caractériser comme étant prometteuses et les pratiques de pointe. Et ce sont des critères comme la qualité des données probantes disponibles, les répercussions de ces différentes initiatives dans la communauté et pour la communauté francophone, l'applicabilité et la transférabilité des pratiques qui nous a permis vraiment de déterminer à quel type de pratique nous avions affaire. Deux mises à jour allaient suivre cette première mouture de 2017, soit une en 2021 et l'autre en 2025, toujours sous la responsabilité de Solange Van Kemenade, associée de recherche au GREFOPS. Dans sa dernière version, on retrouve maintenant 27 pratiques innovantes. Nous croyons sincèrement que ce répertoire peut être d'une grande utilité pour mettre en valeur la créativité et l'engagement des organismes et communautés francophones déterminés à améliorer l'accès aux services sociaux et de santé dans leur milieu, mais aussi pour appuyer et accompagner les organisations et établissements qui désirent contribuer à cet objectif sans nécessairement posséder l'expertise pour le faire sans aide. Avec un tel répertoire, regroupant des initiatives d'une qualité impressionnante, on pense que ces organisations, maintenant, n'ont plus de raison de ne pas agir.
Alors, voilà, finalement, dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, nous allons avoir la possibilité de voir 3 de ces pratiques. Vous allez avoir l'opportunité, la chance, d'entendre des promoteurs de ces pratiques-là et aussi de les interroger, d'interagir, de discuter avec eux pour en savoir plus là, suite aux nombreuses informations que nous allons, avoir accès grâce à ces partages. Alors merci, merci beaucoup, puis je vous souhaite un très bon webinaire. Adam, je te cède maintenant la parole. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation donc très complète de l'historique du répertoire. Effectivement, donc 27 pratiques, ça fait beaucoup à voir. On ne pourra pas tout voir malheureusement aujourd'hui, loin de là. Mais nous avons quand même choisi donc 3 pratiques parmi lesquelles on va commencer par une pratique donc c'est qui parle d'une infirmière coordonnatrice bilingue en milieu hospitalier à Halifax. La seconde pratique sera axée donc sur l'accès santé jeunesse au centre de bénévolat de la péninsule acadienne. Et la troisième donc, va porter sur des stages en français pour préparer à servir la clientèle francophone en milieu francophone minoritaire en Ontario. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vous présenter donc nos panélistes qui vont donc nous faire la présentation de ces pratiques. Madame Gabrielle Miller, donc, qui est infirmière coordonnatrice des services bilingues. Donc, Martine Haché, qui est directrice générale du Centre de bénévolat de la péninsule acadienne, et Madame Jacinthe Savard, professeure émérite de l'École des sciences de la réadaptation, Université donc d'Ottawa. Mesdames, je vous souhaite la bienvenue et donc nous avons commencé sans plus tarder. Maintenant, avec Madame Gabrielle Miller, donc comme on l'a dit, donc qui est infirmière coordonnatrice des services bilingues. Donc, excusez-moi, je n'ai pas bien retenu donc l'acronyme. Gabrielle, si tu peux me dire à quoi correspond IWK. Euh, c'est l'hôpital des enfants, Isaac Williams Killiam. Merci beaucoup. Oui, Autant pour moi, le nom du information m'a échappé. fondeur, oui. Merci. Et donc, je précise que dans ce rôle, donc, tu coordonnes les services linguistiques dans l'hôpital dont tu viens de parler, y compris les services d'interprétation et de traduction. Au fil des ans, tu as acquis de l'expérience dans divers domaines cliniques, le plus récent étant l'unité des naissances, toujours au même hôpital du même nom. Dans ce nouveau rôle, donc, tu souhaites mettre à profit tes connaissances et ton expérience en soins infirmiers pour aider à relever les défis liés aux barrières linguistiques auxquels les patients et leurs familles sont confrontés dans le système de soins de santé. Donc, je te laisse la parole pour nous faire part de cette expérience. Je m'éclipse et je reviens dès que tu as fini. Merci Adam pour cette belle introduction. Je vais juste partager mon écran ici. Je vais juste voir si ça fonctionne bien. Une seconde. Laissez-moi savoir si vous voyez. Oui, si tu peux juste mettre en plein écran, parfait. Est-ce que vous voyez Excellent. la plein écran? Oui, Parfait. parfait. Tu Alors peux moi, y c'est aller. Alors moi, c'est Gabi. Je suis infirmière coordinatrice des services bilingues à Halifax, à la hôpital IWK, l'hôpital des enfants. Euh, la IWK, elle a été fondée. Désolée, je ne peux pas voir mes notes. Je vais juste bouger. La IWKD a été fondée, créée par des médecins locaux en 1909 en Nouvelle-Écosse. Était un hôpital de service qui offre des services euh, de soins pour les femmes, enfants et adolescents dans toutes les provinces maritimes, incluant le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Nous sommes des ardents défendeurs de la santé pour nos familles et puis on est aussi reconnu mondialement avec nos recherches et nos connaissances. Et puis on continue à travailler avec des centres de recherche pour établir plus de connaissances de santé. Alors, une aperçu de mon initiative. Alors, on va parler de nos initiatives, contexte, objectif, fonctionnement de mon initiative, les retombées et puis la transférabilité dans d'autres milieux hospitaliers. Désolée, je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui. J'ai une grippe, alors désolée si ma voix est un petit peu différente. Alors, la IWK encourage fortement la pratique régulière de l'offre active des services en français à l'hôpital et dans les centres cliniques. On encourage fortement tous nos professionnels de la santé qui peuvent s'exprimer à n'importe quel niveau en français, de porter une épinglette bonjour, comme vous voyez ici sur l'écran. Alors, j'encourage toujours encore cette offre active avec nos employés. Il y a plus de 30 ans, il y avait ce besoin qui a été
ressenti par la communauté francophone et acadienne en Nouvelle-Écosse, où est-ce qu'ils ont trouvé qu'il serait bien de créer ce poste d'infirmière-interprète. Alors me voici maintenant aujourd'hui. Il y avait une madame, Lucille Cormier, qui était dans ce rôle pendant 30 ans et qui a pu élaborer ce rôle enfin jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça a été un grand succès et encore un très grand succès beaucoup de familles qui utilisent ces services, mes services de coordination de services bilingues. Et puis, c'est un rôle aussi infirmière, alors c'est important de souligner je suis encore certifiée et aussi syndiquée avec le Nursing Union, l'Union des infirmières. Pour les objectifs, mon rôle est vraiment, j'ai différents de chapeaux à la AWK, puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard, mais que des fois, la AWK, elle adore rajouter des chapeaux, alors mon chapeau change toujours un petit peu. Mais littéralement, mes trois rôles, les plus grands rôles sont fournir des services d'interprétation, des services d'interprétation complets. Alors, en ce moment, je suis en train de faire ma certification pour devenir une interprète certifiée bilingue francophone-anglophone. Alors, c'est vraiment pour pouvoir soutenir nos familles francophones et nos professionnels de la santé anglophones. J'aide aussi avec assurer que la liaison entre la communauté francophone acadienne et elle est développée à travers les services de traduction et d'interprétation. Alors, je fais beaucoup de travail avec ça. J'aide aussi avec les politiques de l'hôpital. Je dirige, je soutiens comment créer les différentes politiques autour des services d'interprétation et de traduction. Et puis, encore là, j'aide beaucoup à distribuer différentes ressources pour nos employés, mais aussi pour nos familles francophones. Les trois volets qui ont été mentionnés dans la fiche qui a été distribuée par ce groupe-ci, les trois volets sont encore interprétation en français pour l'accompagnement des familles françaises qui reçoivent des services dans le centre hospitalier. Le deuxième, ce serait la coordination des dossiers administratifs de traduction. Encore là, je coordonne toutes les demandes de traduction pour les documents spécialisés pour les patients. Et puis aussi, encore une relation entre la communauté acadienne. Alors, je participe avec beaucoup de différents comités de l'hôpital, mais aussi communautaires francophones. Alors, exemple, c'est Réseau Santé. Alors, je fais partie du CA de Réseau Santé, mais aussi, je travaille avec le Office des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Puis aussi, on a d'autres partenaires comme l'Université Sainte-Anne qui peuvent nous aider à offrir des services et du soutien pour nos employés à la AWK. Alors, on a beaucoup de différents partenaires. Alors, le fonctionnement de mon rôle, littéralement, moi, je suis infirmière, mais au lieu de travailler de 12 heures, du shift work, comme on dirait, moi, je travaille vraiment du lundi au vendredi. J'essaie d'offrir des heures vraiment régulières, mais avec ce rôle d'interprétation, des fois, je vais commencer un petit peu plus tôt et des fois finir un peu plus tard, dépendamment de la condition de l'événement ou de la famille. Lorsqu'il y a des rendez-vous chirurgie, des cliniques, une hospitalisation, puis qu'ils ont besoin d'une interprète, ils ont juste besoin de me contacter. Quand je dis ils, je parle des employés, des travailleurs sur l'unité, les infirmières, les docteurs, les secrétaires peuvent m'appeler. Des fois aussi, les patients vont pouvoir m'appeler. Alors, si c'est un patient francophone, ils sont directement référés à moi. Et puis, des fois, elles peuvent me contacter encore. Les modes sont un petit peu différents dépendamment de la personne, mais pour exemple, les booking clerks pour me prendre des rendez-vous en clinique, ça serait plus par courriel. J'aurais des téléphones pour les patients. Des textes, d'habitude, les docteurs vont beaucoup me texter. Le pager, c'est vraiment juste pour les infirmières. Ils adorent le pager. Alors, c'est comme ça qu'ils me contactent. Et puis, j'offre aussi, si j'ai fait je fais des suivis avec des patients pour plusieurs semaines. Un exemple, ce serait un patient en oncologie. Sur plusieurs mois. J'offre aussi la possibilité aux patients de me contacter au besoin, disons, s'il y a un rendez-vous clinique, ils disent
Hey, j'ai un rendez-vous de dentiste, je voudrais vraiment que tu sois là pour interpréter, je veux juste faire sûr que cette communication se passe. Alors, je fais aussi cette communication directement avec les patients, ce n'est pas juste avec les professionnels de la santé. Alors, oui. Il y a d'autres services d'interprétation qui sont disponibles à la IWK autres que moi. Moi, je suis lundi du vendredi, famille francophone spécifiquement. Alors, pour les autres langues ou les heures, entre les heures de travail, on a différentes interprétations, des services d'interprétation. Alors, par téléphone, application sur iPad, caméra, et puis aussi en personne avec le Access Language Services. Euh, alors, si je ne suis pas disponible, ils vont pouvoir coordonner un rendez-vous avec un interprète ou un service d'interprète qui est plus qualifié pour leur patient. Et puis, euh, et puis c'est moi aussi, c'est ça quand je disais que je prends plusieurs chapeaux, c'est moi qui fais vraiment qui fait la formation et le soutien des employés vis-à-vis les services d'interprétation euh, et de traduction. Alors, c'est moi qui fais cette éducation-là aussi avec les employés. Euh, Alors, les retombées, répercussions. Toutes les familles francophones admises à la IWK peuvent recevoir une consultation pour moi. Alors, ils peuvent être référés automatiquement. Malheureusement, on n'a pas de données officielles pour montrer ou démontrer le nom, combien de familles ont utilisé ces services et combien, si ça a été vraiment effectif. Euh, je trouve que avoir une personne avec plusieurs chapeaux, ça peut être un petit peu difficile. Et puis, je suis nouvelle dans mon rôle. Moi, j'ai commencé dans ce rôle d'interprète et coordinatrice des services bilingues vraiment en septembre. Et puis, je trouve que des retombées dans la façon que des fois, euh, c'est comme difficile, c'est difficile d'évaluer comment mon service se passe parce que il y a comme je sais pas comment l'expliquer, mais ce disconnect entre les services. Et puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de demandes francophones et la demande des familles francophones augmente de plus en plus et ça n'arrête jamais. Alors, je trouve que si la demande augmente et mon rôle reste quand même pareil, je trouve que ça serait peut-être une bonne idée de discuter éventuellement, et c'est des discussions que je vais devoir avoir dans le futur, mais peut-être évaluer mon rôle et peut-être aussi un ajout potentiel à ce rôle-là. Alors, est-ce que l'initiative est transférable? Il n'y a pas vraiment d'informations avec d'autres institutions qui ont utilisé une initiative spécifique à celle-ci. Alors, je pense pas que je peux vraiment parler de la transférabilité, mais je pourrais dire que j'encourage vraiment les hôpitaux à euh, peut-être juste considérer cette initiative parce que je trouve que nos familles francophones ont un grand besoin de ce support. C'est difficile d'être malade et c'est difficile d'être malade dans une autre langue. Puis je pense que là, beaucoup de personnes peuvent parler de ça. Mais c'est aussi de comprendre que les familles c'est une famille minoritaire, c'est des familles minoritaires, mais ils ont les droits d'accéder à ces services en français. Oui, je crois que cette initiative serait transférable personnellement, mais c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Puis il y aura beaucoup de besoin de communication, puis aussi d'information, de recherche et tout ça. Alors, oui. Et puis, merci. Et puis, je suis ouverte à de questions, commentaires. Et puis... Désolée, j'ai parlé un petit peu vite. Non, non, c'est très J'avais bien. peur de... Merci. Non, merci beaucoup, Gabriel, pour ce partage, Je vais plein juste... d'enseignements. Oui, bien sûr. Bien. Je vais stop sharing, puis je vais comme pouvoir voir tout le monde. Ouais. Excellent. Alors, OK. j'invite notre cher public donc à prendre la parole. Si vous avez donc des questions sur l'expérience de Gabriel, si vous souhaitez approfondir un point donc en particulier, la parole est à vous. Donc, vous pouvez choisir donc de lever la main et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre micro pour vous joindre verbalement à la conversation. Est-ce qu'il y a... Ah, nous avons une main levée de Madame Annie Sirène. Annie, vous avez la parole. Bonjour. Alors, moi, je Bonjour. m'appelle Annie Sirène et je suis infirmière coordonnatrice des services bilingues OK. à Eastern Health. C'est mon ancien titre, disons. Euh, mais j'ai un rôle un peu similaire.
OK. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Je voulais vraiment entendre la Oui. présentation. Donc, moi, je ne suis pas interprète. Par contre, OK. donc nous, dans notre service, on a des interprètes qui s'occupent OK. des rendez-vous avec les patients. Puis moi, je fais la coordination comme du reste. Donc, mon rôle est un peu différent parce que je suis pas les patients. En fait, Hmm. notre bureau est spécifiquement pour les patients de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est les OK. patients francophones qui viennent dans un milieu hospitalier anglophone. Et OK. puis, mon rôle est un peu plus grand avec la coordination des rendez-vous et la coordination Mhm. entre les professionnels de santé et tout ça. Mais je trouvais Ouais. ça intéressant qu'on a le même titre. Ouais, puis c'est aussi quelque chose que je viens de commencer ma certification d'interprète là avec l'Université Sainte-Anne. Ça fait juste un mois que je suis dans le cours, mais j'ai trouvé que j'avais pas besoin pour avoir cette position-là, j'avais pas nécessairement besoin d'avoir la certification. Mais moi, j'ai trouvé ça important parce que dans Mhm. mon rôle, moi, j'ai beaucoup, faut vraiment que j'aille voir les familles. Je fais des suivis avec les familles, beaucoup de follow-up là. Ouais, Fait que c'est comme, j'ai trouvé que c'est pour appuyer et supporter mes patients d'une certaine façon, puis aussi les supporter d'une façon d'interprète, j'avais besoin de ce cours-là. Fait que moi, me suis comme lancée, là. Puis ouais, l'hôpital a actuellement payé pour le cours, puis pour ma formation en tant qu'interprète, qui était le fun aussi. Alors, ouais, c'est intéressant, ouais. ouais, ouais. Ouais. Puis Je toi, tu pense que disais que c'est c'était à vraiment. toi, c'était à la Hands. T'as dit Hands Hospital? Non, à Saint John's, à Saint Terre-Neuve. John's. OK, je Ouais, savais pas qu'il y avait une infirmière non plus coordinatrice là. ouais. Donc, notre OK. bureau est en train de changer, de s'agrandir et nos services sont en train de Oui, s'élargir. oui, Pour notre population francophone, puisque moi, c'est plus vraiment spécifique pour Saint-Pierre-et-Miquelon. oui, Mais ouais, je trouve le oui, service vraiment intéressant. C'est intéressant de voir comment on oui. s'occupe des mêmes problèmes un peu, mais on les gère différemment. Différemment, oui. Ouais. Puis moi, il voulait vraiment que, dans mon rôle ici à la IWT, il voulait vraiment que je sois patient-facing, comme faire Mhm. face aux patients, vraiment avec les patients, support pour les patients. C'est ça mon rôle, on dit rôle principal, là, c'est support pour patients. Puis je crois qu'au fur des années, ils ont rajouté des petits chapeaux Ouais, qui fitaient dans cette petite branche-là. ouais, Mais ça fonctionne bien avec les autres chapeaux, ça fait du sens. C'est juste que des fois, c'est difficile parce que on dirait qu'on a plusieurs branches, puis c'est un petit peu difficile de retourner à mon but initial qui était de prendre soin de mes patients. Je trouve que c'est difficile des fois de ouais, prioriser mon temps. Puis, mais ouais. on essaye, on s'améliore à chaque fois. Ah, c'est ça, je me demandais comment tu fais pour gérer tous Oui, les patients. Parce que moi, je me vois pas faire toute la traduction en plus de faire. Tu sais, on a deux interprètes à temps oui. plein, en Oui, plus de moi. exactement. Pour la traduction, je voudrais souligner que je ne fais pas la traduction officielle. Je ne suis pas une traductrice certifiée. Alors, nous autres, on a une compagnie d'interprètes agréés qui font des traductions. Alors, moi, je fais juste coordonner le processus pour donner la requisition, là, pour OK, dire, on a une traduction qui doit être faite, voici le formulaire, voici qu'est-ce qui doit être fait, dans quelle langue, blablabla. Fait que c'est plus OK. le processus, mais ouais. Je vais laisser la parole à d'autres, mais merci beaucoup. Et puis, ça serait Non, merci, vraiment, vraiment enchantée. intéressant de voir des chiffres. Oui, je sais, Oui. je travaille sur ça aussi. C'est mon but là, dans le futur d'avoir un tracking sheet, de vraiment compter combien de patients que je vois, combien d'heures de patients que j'utilise, que je passe avec chaque patient. C'est que je travaille à, c'est comme, je viens juste de commencer. Alors, Mhm. j'évalue ce que je dois faire dans le futur, mais oui, c'est définitivement dans mon futur, dans mon projet de futur, ouais. Super, merci beaucoup. Enchantée. Oui. Oui. Merci Annie pour cette intervention. Merci Gabriel aussi pour l'échange. Alors, on va avancer sans plus tarder parce que nous avons d'autres Oui, questions. désolée. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Alors, donc, nous avons Madame Solange Van Kemenal, donc, qui est donc aussi l'une des créateurs, on va dire créatrices donc, du répertoire dont on a parlé, donc qui nous demande qu'est-ce que ça prend pour implanter cette stratégie dans d'autres établissements hospitaliers ou de santé en général. On a C'est une bonne question parce que je ne suis pas la personne qui a commencé ce rôle. Mais je crois on a besoin d'avoir une équipe forte de soutien qui est aussi ouverte à l'inclusion, la diversité.
La IWK, on est vraiment fort là-dessus en ce moment. Alors, j'ai beaucoup plus d'opportunités de travailler puis d'ouvrir l'opportunité avec mon rôle. Alors, oui, aller chercher des personnes qui sont ouvertes à la perspective d'une diversité, d'inclusion, puis ouais, c'est ça que moi, je préférerais, ouais. Mais c'est une très bonne question, puis je suis sûre que je vais pouvoir aller faire des petites recherches avec Lucille Cormier qui était dans mon rôle. Je suis en contact avec elle, alors c'est quelque chose aussi que je pourrais faire un suivi avec elle aussi. Excellent, merci beaucoup. Alors, nous avons une main levée de Madame Dominique Daigle. Ou est-ce monsieur? Je ne peux pas savoir avant de voir. C'est Madame. Bonjour, Madame Dominique. Vous avez la Bonjour. parole. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Merci. Ma question était par rapport aux professionnels de la santé. Est-ce que tu trouves qu'ils sont ouverts à vouloir utiliser le service ou est-ce qu'il faut vraiment les convaincre? Comment ça se passe? Ils m'adorent. Je suis adorée. Ça, c'est une bonne chose. Non, les docteurs, les infirmières adorent mes services. Ils sont encore plus ouverts à m'appeler directement qu'aller parler ou appeler une interprète avec nos services plus privés qu'on a. Ils sont toujours, je trouve que j'offre une perspective différente parce que je suis infirmière, alors j'ai un petit peu une éducation background. J'ai aussi des expériences dans différents centres médicaux. Puis aussi, je crois que j'apporte un petit peu plus de compréhension, d'empathie avec les patients. Et puis, je pense que les docteurs aiment et ils soulignent que je fais ça. Alors, puis aussi, j'aime un petit peu différent qu'un interprète, juste un interprète avec mon rôle, c'est que moi, je peux vraiment être porte-parole pour mes patients. S'ils ne comprennent pas une question, je peux interrompre la conversation et dire à mon patient, Hey, as-tu compris ce que le docteur a dit? On va aller chercher voir l'information. Allons faire des recherches. Allons faire, comme je peux interrompre des discussions pendant les rendez-vous où est-ce qu'un interprète ne peut pas nécessairement faire ça? Ou est-ce que l'interprète est vraiment juste responsable de la communication euh, entre un parti et un autre parti? Ou est-ce qu'avec mon rôle, j'ai un petit peu plus de je peux aller chercher plus d'options pour mes patients ou est-ce que je peux aller chercher un peu plus de ressources? Je peux interrompre des rencontres, je peux dire, Hey, le docteur, je pense pas qu'ils ont compris ton terme, est-ce qu'on peut reviser ça? Est-ce qu'on peut reparler à ça? Ils ont encore des inquiétudes, ils ont pas aimé la façon que vous avez parlé, alors je peux toujours faire un suivi avec ça aussi avec les patients. Alors, OK. ouais. Ouais. Intéressant. Oui. Merci. Désolée, je peux parler de mon rôle pendant longtemps, je pense que. Il n'y a pas de souci. Merci encore, Gabriel. Merci, Dominique, aussi donc, pour la question. Donc, nous avons un Je vois pas. commentaire. Oui, Madame Barbara Lousier, donc il me dit donc merci pour la présentation et surtout pour tout le bien que l'IWK fait pour nos enfants et nos familles en Ah, Atlantique. merci. Il serait intéressant pour vous d'inviter à la collaboration des réseaux santé en français des 4 provinces pour imaginer le plan de collecte des données relatives aux services dans les Mhm. 2 langues officielles. Et ça pourrait aussi être utile à la personne donc, qui tient le même rôle à Terre-Neuve et Labrador, donc Madame Annie Sirène aussi. Oui. Absolument. Je crois que je fais partie du réseau santé central et aussi spécifique pour Nouvelle-Écosse. Mais oui, commencer des initiatives pour communiquer avec d'autres personnes qui font un rôle similaire à moi, c'est aussi ouais, quelque chose qu'il faudrait se faire. Ouais. Ton micro n'est pas allumé, Ada. Merci Barbara. J'étais juste en train de voir si on n'avait pas d'autres Ouais, mains je regarde levées. s'il n'y avait pas autres questions. Non, pour l'instant, je pense qu'on est bon. Moi, j'aurais envie de te dire, Gabriel, ou plutôt de te demander, euh, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré donc, lors de la mise en place de cette initiative? Des fois, le plus grand défi, c'est le manque de support. Parce que des fois, je vais dire le manque de support, mais peut-être plus, je parle plus comme émotionnel, peut-être. Dans cette initiative, je suis une infirmière quand même solitaire, où est-ce que je n'ai pas une grande équipe avec moi.
Alors, quand il y a des situations traumatisantes ou des situations plus difficiles, je trouve que c'est comme j'ai un manque de support de cette façon-là. Alors, c'est vraiment d'aller chercher des gens que je connais. C'est juste, oui, peut-être le défi, ce serait que, oui, je suis plus solitaire. Alors, c'est difficile d'aller chercher un petit peu plus de support externe des fois. Ouais. Comme si j'ai besoin, ouais, si jamais comme j'avais trop de patients à voir cette semaine, j'ai pas, ou comme si je suis malade, il y a personne vraiment pour me remplacer dans mon rôle. Alors, c'est moi qui dois coordonner, exemple, vendredi, j'étais malade, il y a personne pour prendre mon rôle. Alors, c'est moi qui dois envoyer des messages à tout le monde qui avait des rendez-vous avec moi d'interprétation, dois coordonner tout ça. Alors, c'est comme, des fois, c'est ça, il y a ce manque de support en général parce que je suis toute seule. Ouais. Ouais, Merci, Gabriel. Alors, ouais. je ne vois pas d'autres questions pour le moment, donc nous allons pouvoir passer à la présentation donc, de la pratique suivante, qui est la pratique numéro 26 sur le répertoire. Et pour Merci ce, tout le donc, monde. je vais laisser donc la parole à Madame Martine Haché, mais auparavant, donc, on va la présenter. Donc, Madame, bonjour Martine. Bonjour. Oui. Donc, je dis donc, Martine, tu es directrice générale du centre de bénévolat de la péninsule acadienne. Et donc, tu as été embauchée donc, au CBPA comme travailleuse sociale en 97. C'est bien ça? Oui. Et donc, en 2000, tu deviens gestionnaire et superviseur clinique de service à la famille de la péninsule, un programme du CBPA. Tu es donc à la direction générale du CBPA depuis août 2021. Tu es reconnu pour ton dévouement et ton implication. Et tu te portes à la défense des personnes les plus vulnérables et que tu prends l'importance des relations saines et égalitaires. Tu as également été impliqué dans la gestion de l'initiative Accès Santé Jeunesse Péninsule Acadienne depuis le tout début, donc depuis 2015, lorsque le CBPA a été sélectionné comme un des sites au Nouveau-Brunswick dans l'approche pan-canadienne de l'initiative Accès Esprit Ouvert. Ben, bienvenue encore une fois et donc je te cède la parole pour ta présentation. Oui, ben bonjour, oui, je me présente, c'est ça, je suis directrice du Centre de bénévolat. Ça me fait plaisir de vous présenter l'initiative Accès Santé Jeunesse. Donc, pour situer les gens, le Centre de bénévolat, on est situé dans la péninsule acadienne, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Notre programme Accès Santé Jeunesse est destiné aux jeunes de 11 à 30 ans qui ont des défis en santé mentale. Puis l'équipe travaille avec les jeunes qui ont des défis en santé mentale et leurs familles. J'ai mon collègue Christian qui est avec moi aussi, qui est co-gestionnaire de l'initiative. Donc, Accès Santé Jeunesse, c'est un programme qui est destiné aux jeunes de 11 à 30 ans. L'équipe travaille avec les participants et leurs familles afin de favoriser l'accès aux services en santé mentale pour répondre le mieux à leurs besoins. La péninsule acadienne, on est dans une région rurale éloignée, donc les soins en santé mentale sont souvent peu accessibles, c'est-à-dire les soins spécialisés. Donc, on a voulu, dans notre région, développer à quelque part un modèle qui pourrait devenir complémentaire aux services en santé mentale. Donc, la raison pourquoi que le programme a été monté, comme que je le disais aussi, c'est en lien avec le manque de ressources en santé mentale, puis en étant dans une communauté francophone, acadienne, en situation minoritaire. Il faut juste penser l'accès, exemple, à un psychiatre, à un service spécialisé. Souvent, les gens ont à se déplacer quand même de longues distances pour accéder à ces services-là. Donc, nous autres, on voulait développer un modèle qui permettrait d'accompagner le jeune, lui offrir des services parallèles pour qu'il ait le plus accès en santé mentale, à des services en santé mentale. Tout a débuté en 2017. On était un des 14 sites au Canada à faire partie d'Accès Esprit Ouvert. Le programme a duré jusqu'en 2020 avec la... Martine, excuse-moi de t'interrompre parce Et... qu'on ne voit pas ta diapo. Ah, désolé. Est-ce Voilà, très bien. Là, on la voit. dans la voix? Oui, Parfait. si tu peux la mettre en plein écran, ce serait mieux. Oui. Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait.
Bon, donc en 2017, c'est ça, comme je disais, on était un des 14 sites au Canada qui se voulait bâtir une approche des plus novatrices pour les soins en santé mentale adaptés aux différentes régions ou réalités de chaque site qu'il pouvait avoir au niveau du Canada. Donc, étant la seule région francophone en région rurale, je pourrais dire que le modèle de la péninsule acadienne le regarder de près. Quand l'initiative Access est ouvert s'est terminée, on avait déjà quand même plus de 200 quelques jeunes qui avaient été vus à travers le programme. On voulait continuer notre approche et c'est là où est-ce qu'on a fait une demande avec Access Santé Jeunesse et la Société Santé en français d'avoir une initiative pour continuer l'approche qu'on avait. Donc, notre objectif principal, c'est offrir aux communautés de la péninsule acadienne un modèle unique d'accompagnement mobile, jeunesse, communautaire et complémentaire en santé mentale. Le terme mobile prend tout son sens et c'est la partie qui nous distingue un peu des autres sites Access qu'il y avait un peu au Canada, parce que les autres sites étaient davantage des endroits spécifiques où le jeune se rendait pour recevoir des services de soins en santé mentale, tandis que nous, on voulait offrir un service qui allait à la rencontre du jeune à l'endroit où est-ce qu'il souhaitait être rencontré, puis être accompagné pour naviguer au travers de tous les services. Donc, les 5 piliers d'accès santé jeunesse péninsule acadienne, c'est l'identification précoce, l'accès rapide aux services, des soins appropriés de qualité, puis une continuité des soins au-delà de 18 ans. Donc, le service commence à 11 ans et pourrait se prolonger jusqu'à 25 ans et certaines situations jusqu'à 30 ans. La participation des jeunes et des familles est très importante dans l'approche et même primordiale aussi. Donc, les services qu'on offre à travers de Access Santé Jeunesse Péninsule Acadienne, il y a l'accueil, l'orientation, le suivi. On offre un service d'aiguillage. Donc, au sein de notre équipe, on a des intervenants qui vont rencontrer le jeune, comme je disais, à l'endroit et au moment où est-ce qu'il veut être vu. Et puis, on essaie à quelque part, le but, c'est vraiment créer une relation de confiance avec le jeune et de l'accompagner dans sa navigation au travers des services. Donc, accompagnement, relation de confiance, aiguillage sont des termes vraiment importants pour notre approche. À tout ça, on ajoute une programmation aussi qui permet aux jeunes d'assister à différents ateliers, différentes sessions d'information, qui peuvent être des activités qui soient tant récréatives, musicales, une programmation à quelque part qui peut faire en sorte que ça devient complémentaire aux services peut-être un peu plus cliniques et formels qui existent dans la communauté. Donc, ici, vous allez avoir un petit peu le modèle de Accès Santé Jeunesse, puis comme que je vous dis, le modèle en région rurale qui fut créé. Donc, autour du rond, on voit les prémices très importantes autour du modèle, qui est d'établir le lien de confiance avec le jeune, le modèle mobile, donc qui va à la rencontre du jeune, la flexibilité, qui est une des composantes super importantes, et nos points d'ancrage, qui est l'accueil, l'écoute, l'orientation et le suivi. Donc, le jeune est vraiment au centre de la démarche et vient entourer tout ça, la famille, on peut l'accompagner vers l'emploi, s'il y a besoin de la dépendance, s'il y a besoin d'un service au niveau de ses dépendances, on l'accompagne vers ça, on lui offre une programmation. On a aussi un comité consultatif jeunesse qui influence l'approche du programme. Et on doit dire aussi que tout le modèle était accompagné par une recherche depuis le tout début. Donc, comment ça fonctionne, Accès? Tous les jeunes qui vivent un défi en santé mentale y ont accès. On n'a pas de critères spécifiques. Donc, le jeune n'a pas besoin d'avoir un diagnostic en santé mentale si au moment où il se présente,
il vit un défi, ça peut être situationnel, comme ça peut être un problème un peu plus formel, qu'on pourrait dire, au niveau de la santé mentale. Donc, on travaille l'approche globale, le biopsychosocial. Le modèle mobile, le jeune peut venir nous voir à nos bureaux, on peut se déplacer pour aller à sa rencontre. Et vraiment, notre marque de commerce, je vous dirais, c'est de bâtir la relation de confiance avec le jeune et travailler en partenariat, complémentarité avec les services plus formels en santé mentale pour éviter la duplication. La source de référence, ben, je vous dirais que c'est très flexible encore là. Le jeune peut s'auto-référer ou souvent, c'est nos partenaires qui vont référer le jeune. Le parent peut appeler. Donc, il n'y a pas de critères pour se référer au programme, à part avoir besoin d'un accompagnement par rapport à un défi quelconque de santé mentale. Donc, nos références peuvent être les équipes en santé mentale, les ministères qui travaillent avec nous, les écoles, le secteur privé, les policiers. Donc, à peu près tous nos partenaires qui, de près ou de loin, travaillent avec nous. Les répercussions d'Accès Santé Jeunesse, qu'est-ce que ça a eu au niveau de notre communauté et tout ça encore? C'est sûr, c'est une amélioration de l'accès aux services en santé mentale dans la péninsule acadienne. C'est aussi pour permettre aux jeunes d'influencer les services qui les concernent. Ça renforce nos capacités communautaires. Ça renforce aussi les capacités du système de santé parce qu'on devient très complémentaires. Depuis 2017, 500 jeunes différents ont eu accès aux services. L'équipe voit à peu près 50 jeunes différents par mois et 50 parents ou familles différents par année. Présentement, on a une centaine de jeunes qui sont actifs dans le programme. Puis, peut-être juste pour vous dire, l'équipe est composée de cliniciens, mais aussi d'intervenants en intégration communautaire qui s'occupent de l'accompagnement des jeunes dans la communauté. Les démarches de pérennité, après que Access Open Mind ou Access Esprit Ouvert a pris fin, grâce au financement de Société en santé en français, on a continué le programme pendant 2 ans, toujours en travaillant un plan de pérennité avec la province du Nouveau-Brunswick. Donc, en 2024, on a atteint nos objectifs, du moins à court terme, de pérennité, parce qu'une entente a été signée avec la province du Nouveau-Brunswick. On s'en vient, on devient un modèle maintenant au niveau des initiatives de services intégrés jeunesse qui est un peu partout au Canada. Donc, en raison de toutes nos expériences des dernières années, on a été reconnu comme un site, la péninsule acadienne, pour être en mesure d'offrir les services intégrés jeunesse avec notre approche mobile en communauté. Puis aussi dans nos démarches de pérennité, je vous dirais qu'une chose qui est vraiment importante pour nous autres comme organismes communautaires, c'est que toute l'influence qu'on a pu avoir dans les services de soins en santé mentale, on a maintenant une reconnaissance dans le continuum des soins en santé à travers les différents services de la province. On a toujours eu un volet recherche au niveau de l'initiative. Dès le départ, Access Esprit Ouvert était un projet de recherche, donc un projet de recherche pan-canadien. Le programme a eu aussi une évaluation socio-économique pour voir un petit peu que valait l'investissement dans les services communautaires d'accompagnement en santé mentale. Donc, la recherche a établi que pour chaque dollar investi dans un modèle de transformation comme le nôtre, ceci permettait une économie de 1,4. Accès Santé Jeunesse a aussi eu l'évaluation d'une approche communautaire en santé mentale avec l'Université de la Chaire de la recherche en santé mentale de l'Université de Moncton. Donc, ces documents de recherche sont disponibles. Au niveau de la transférabilité du programme, pour nous, oui, la péninsule acadienne, c'est une région rurale éloignée, donc on est un grand territoire. Pour nous, le modèle qui fut travaillé en région rurale puis qu'on a réussi à bâtir au fil des années,
est très transférable dans toutes les communautés rurales, je dirais, de la province et du pays aussi, parce que on croit fortement avoir un service mobile, où est-ce qu'on va à la rencontre du jeune, où est-ce qu'on est très flexible, on travaille très dur pour la relation de confiance avec le jeune, se transfère très bien dans les autres régions rurales de la province et du Canada. Donc, on est fiers du modèle. On est regardé aussi un peu partout pour voir comment cette approche-là pourrait être transférable dans d'autres régions. Et la suite, bien, c'est sûr, comme je vous mentionnais tantôt, nos prochains objectifs, on vient de signer une entente avec la province du Nouveau-Brunswick où est-ce qu'on va être considéré comme service intégré jeunesse. On a une entente qui est signée jusqu'à la fin de l'année 2028. Donc, ce petit bout de chemin-là qui a été fait au début, comme site de Access Esprit ouvert, ben, on est encore là près de 10 ans après. Fait que vous voyez sur les photos un de notre hub qu'on appelle où est-ce que les jeunes viennent faire leur programmation. Donc, c'était le modèle de Accès Santé Jeunesse qui me fait très plaisir de vous avoir présenté aujourd'hui. Merci beaucoup, Martine, pour cette présentation. Alors, nous ouvrons encore une fois la période donc, des questions-réponses pour ce volet. Si vous voulez donc vous manifester, vous n'avez qu'à lever votre main et on ouvrira votre micro. Donc, en attendant, moi, j'ai bien une petite question pour toi, Martine. Euh, Quels sont les éléments à prendre en considération, bah, les plus importants, si on veut dupliquer cette initiative ailleurs? Oui, ben, je pense que un modèle comme Accès Santé Jeunesse, qu'est-ce qui est important, c'est de l'adapter à la réalité de la région dans laquelle on est. Présentement, l'approche qu'on a été regardée un peu partout au Nouveau-Brunswick et on s'est rendu compte qu'en milieu urbain, parce qu'il y a des sites au niveau des Premières Nations aussi, ça doit vraiment être adapté à la réalité de la région. Chez nous, le territoire fait en sorte qu'un modèle mobile est efficace. Et pour nous autres, la façon que ça fonctionne. Donc, je pense que la concertation entre les services, le partenariat, de se parler de qu'est-ce qui est le besoin dans notre région pour pallier aux défis de santé mentale de nos jeunes. Je ne sais pas si j'explique bien, mais pour moi, c'est des modèles avec des piliers de base, mais qui doivent être flexibles et adaptables à la réalité de chaque région. J'ai un petit peu des fois de difficulté avec un modèle qu'on dit, bon, ben c'est le modèle, vous prenez le modèle, puis vous l'implantez dans votre communauté sans l'adapter. Je ne pense pas qu'il y a un seul modèle qui fonctionne partout, mais pour sûr, un modèle mobile pourrait certainement, avec des nuances, être reproduit ou être adapté à des régions qui ressemblent à la nôtre. Merci infiniment pour cette réponse. Alors, comme l'heure tourne et je ne vois pas vraiment de questions dans le chat, donc je vous propose donc de passer à notre troisième volet, donc qui est la présentation de la pratique numéro 16. Et pour cela, donc, je vais inviter Madame Jacinthe Savard donc, à nous rejoindre. Allô, Jacinthe? Bonjour. J'entends ton rire. Donc, ben, normalement, je ne devrais plus avoir de présenté. On t'a reçu tellement de fois chez nous, mais je vais quand même faire un petit rappel pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, tu es ergothérapeute et PhD en santé publique et tu es professeur titulaire au programme d'ergothérapie de l'École des sciences de la réadaptation. Tu es également l'une des chercheuses fondatrices du GREFOPS et tu as travaillé sur la formation à l'offre active et le comportement d'offre active, sur la gestion des services en français et sur l'accès aux services de santé pour les élèves francophones en situation linguistique minoritaire.
et tu es également co-titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut du savoir Montfort sur la santé des francophones de l'Ontario. Donc, sans plus tarder, je te laisse à ta présentation et je reviens pour après. D'accord. La chaire de recherche, mon mandat est terminé en 2024. Mais bon, jusqu'à 2024, 2019 à 2024, j'étais co-titulaire de la chaire avec Louise Bouchard. Je ne peux pas partager mon écran, ça dit que quelqu'un est en train de partager encore. Il faut que vous fermiez. Il faudrait fermer cette présentation. Voilà. Très Oui. bien, là, tu peux. Oui. Donc, diaporama. Est-ce que maintenant vous voyez ma présentation Oui, c'est en parfait. mode plein écran? Oui. D'accord. Alors, bon, ça me fait plaisir de vous parler des stages en français pour servir la clientèle francophone en situation minoritaire, donc la pratique 16, comme Adam le disait, dans le répertoire de pratiques novatrices. Alors, je vais vous parler du contexte de l'initiative, les objectifs, le déroulement, les défis et l'évaluation qu'on en a fait. Donc, de 2006 à 2018, à l'Université d'Ottawa, nous avions une clinique universitaire interprofessionnelle qui était d'abord plus générale en soins de santé primaire, mais bon, à cause de défis de financement, en dernier, on avait seulement les professions de la réadaptation. C'était une clinique qui était en partie financée par l'université même, donc la Faculté des sciences de la santé, mais aussi par différentes subventions qu'on allait chercher. Il fallait payer les physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et audiologistes ou éventuellement. Au début, on avait aussi infirmières et nutritionnistes, diététistes qui supervisaient nos étudiants. Donc, le mandat de la clinique, c'était d'augmenter le nombre de stages en français pour les étudiants des programmes francophones à l'Université d'Ottawa en réadaptation et en sciences de la santé, tout en fournissant des soins à la population francophone en situation minoritaire de la région. Et c'était aussi de créer un milieu de formation dans lequel la collaboration interprofessionnelle était au centre de l'expérience des étudiants. Maintenant, en 2014, Santé Canada a fait un appel de proposition, offrait des subventions pour développer des programmes qui allaient augmenter l'accès à des services en français. Et nous, on a fait une proposition, puis on a obtenu du financement dans ce cadre-là. On réalisait qu'il manque de professionnels capables d'offrir des services en français. On réalisait que les étudiants francophones ou bilingues ne poursuivent pas tous leurs études en français après leur secondaire surtout. Puis ceux qui étudient en anglais ont peu d'occasion d'acquérir le vocabulaire en français propre à leur domaine professionnel, de connaître les ressources existantes en français utiles pour leur domaine et d'échanger avec d'autres professionnels ou organismes francophones en contexte minoritaire. Donc, on a proposé d'offrir des stages en français à des étudiants bilingues qui étudiaient dans des universités anglophones dans des professions de la santé. C'est comme ça qu'est née notre initiative. Donc, l'objectif du projet qui était financé par Santé Canada, c'était d'évaluer un modèle de formation clinique pour les étudiants des programmes anglophones qui visait à les préparer à offrir des services en français. Et c'était aussi de diffuser ce projet-là, diffuser le modèle par après. Donc, que le modèle soit transférable, d'avoir sans que ce soit nécessairement exactement à l'identique, qu'on ait des pistes pour les gens qui voudraient offrir des stages en français à des étudiants qui étudient en anglais. Pour les étudiants, les objectifs étaient de diminuer le sentiment d'insécurité linguistique, de pratiquer le vocabulaire professionnel en français, d'augmenter leur connaissance sur les ressources en français et de commencer à se créer un réseau professionnel qui contenait des professionnels qui pouvaient offrir des services en français. Donc, le déroulement, la première étape pour offrir un stage, c'est de commencer à préparer le stage, donc de formuler une demande de stage à un établissement d'enseignement. Pour le faire, il faut déterminer le domaine dans lequel on veut offrir le stage, les périodes où on est prêt à accueillir un étudiant, le niveau de stagiaire qu'on est prêt à accueillir. Donc, est-ce qu'on est prêt à accueillir des étudiants débutants ou on veut des étudiants plus proches de terminer leur programme d'études? Dans notre cas, il fallait aussi déterminer le niveau de langue qui allait être nécessaire. Si c'est un stage en orthophonie, d'habitude, ça demande une plus grande connaissance du français parce qu'ils vont travailler sur l'acquisition de la langue du patient. Donc, ils ont besoin d'une connaissance plus grande que si c'est en physiothérapie, par exemple. Il faut déterminer qui va superviser le stage. Et ensuite, il faut communiquer avec le coordonnateur de formation clinique de l'établissement d'enseignement d'où proviennent les stagiaires.
et pour lui demander s'il peut nous envoyer un stagiaire qui peut parler français, puis qui correspond aux autres critères qu'on a déterminés. Ensuite, nous, dans notre cas, on a décidé qu'on allait communiquer avec l'étudiant quand le coordonnateur de stage a identifié des étudiants qui peuvent faire le stage en français. On a communiqué avec l'étudiant pour établir un niveau de langue souhaité et les attentes de part et d'autre. Donc, on avait une petite rencontre téléphonique ou par Zoom là, avec l'étudiant dans lequel on avait une conversation en français, mais une conversation générique. On pouvait parler de ses études, de ses loisirs, des choses comme ça. On n'exigeait pas que l'étudiant connaisse le vocabulaire professionnel en français, puisque c'était le but du stage de l'apprendre, mais on voulait qu'il soit capable de soutenir une conversation de base. Parce que notre stage, c'était quand même pas un cours de français comme tel. Il fallait ensuite établir une entente de stage avec l'établissement d'enseignement. Et une fois que ça c'est fait, il faut accueillir l'étudiant. Donc, on fait l'orientation dans le milieu comme pour n'importe quel stagiaire. Mais ce qu'on a ajouté pour ces étudiants-là, c'était une activité brise-glace en français, juste pour les rendre plus confortables là, ou tout de suite en arrivant de parler français. Donc, ce n'était pas nécessairement une activité où ils devaient encore une fois avoir le vocabulaire professionnel, mais c'était une activité où ils devaient parler français de n'importe quel sujet, différents sujets là. On avait différentes petites activités dépendant du superviseur, qu'est-ce qu'il décidait de faire à ce moment-là. On avait une courte formation sur les défis de l'offre de services en français en contexte minoritaire, qui comprenait entre autres l'importance de l'offre active. Puis, on leur donnait le temps de se familiariser avec du matériel en français qu'on avait dans notre milieu, puis qu'eux ne connaissaient peut-être pas puisqu'ils étudiaient en anglais. Puis, si nécessaire, on leur permettait aussi d'observer une intervention faite par le superviseur en français avant de se lancer eux-mêmes à intervenir auprès des clients. On devait leur donner de l'appui au travail en français tout au cours du stage. Donc, on encourageait vraiment de communiquer en français pendant le stage. Puis, on allouait un petit peu plus de temps aux étudiants pour qu'ils puissent se préparer à une intervention avant d'aller intervenir auprès du client parce qu'on savait que ça leur demandait des efforts là, de le faire en français. Et on a recueilli les perceptions des étudiants là, pour évaluer le projet. Et on a produit 2 guides pour aider les gens qui voudraient eux aussi accueillir des étudiants dans leur milieu. Donc, les défis pour reproduire la pratique, c'est le repérage des étudiants pouvant s'exprimer en français dans les programmes de formation en santé offerts en anglais. Les coordonnateurs de stage ne connaissent pas toujours les étudiants qui sont francophones. Un exemple, là, moi, j'ai eu une coordonnatrice de stage en physiothérapie d'une province de l'Ouest qui m'avait dit quand j'ai présenté le projet, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas d'étudiants francophones. Et puis 3 mois après, elle m'a rappelé pour me dire, j'ai un étudiant qui aimerait ça aller faire son stage, aller avoir l'occasion de faire un stage en français, puis il serait prêt à aller de participer à votre programme. Là. Donc, ils ne connaissent pas toujours ces étudiants-là. Donc, il faut leur donner des petits guides, des petits cues à ces coordonnateurs de stage pour leur dire, allez demander à vos étudiants s'il y en a qui parlent français. Et l'autre défi, c'est le respect des politiques de stage de chaque profession. Dans les stages en réadaptation, entre autres, je ne suis pas trop certaine comment ça fonctionne pour les autres, mais dans les stages en réadaptation, il faut toujours que les stages soit offert à l'établissement d'enseignement de notre région. Donc, si vous êtes à Toronto, vous ne pouvez pas venir directement demander à l'Université d'Ottawa, pourrais-tu m'envoyer un étudiant qui parle français? Il faut que vous passiez par l'Université de Toronto si vous êtes à Toronto. Si eux, ils ne peuvent pas, par contre, vous pouvez leur demander un stagiaire qui parle français, puis si eux, ils n'ont personne dans leur groupe qui parle français, vous pouvez toujours leur dire, pourriez-vous offrir le stage à une autre université? Et là, le coordonnateur de stage peut le faire. Donc, c'est le genre de défi auquel on a mis dans les guides qu'on a produits, on a mis des outils, des exemples de choses qui peuvent être faites pour faciliter la démarche d'aller chercher un étudiant qui parle français en respectant les politiques de chaque profession. Un exemple pour le repérage, on avait une lettre qu'on envoyait au coordonnateur de stage qui leur disait quel genre de petits questionnaires ils pouvaient poser à leurs étudiants pour savoir qui parlait français dans leur groupe. Donc, c'est le genre d'outils qui est présent dans le guide que vous avez vu à la page suivante. Puis, les guides sont disponibles sur le site du GREFOPS et l'adresse exacte des guides est aussi présente dans la fiche qui décrit la pratique 16. On a évalué l'expérience des étudiants. Comme je disais, il y a 18 étudiants qui ont participé à notre initiative, mais il y en a 16 seulement qui avaient accepté de partager leurs données. Donc, on avait des questionnaires sur la satisfaction qui étaient plus cochés le choix de réponse, mais on avait des questionnaires plus qualitatifs sur l'expérience de stage et des entrevues individuelles pour aller confirmer ce qui avait été écrit dans les questionnaires précédents. Donc, en gros, les résultats,
Les étudiants ont vraiment apprécié qu'ils faisaient le stage dans un milieu qu'ils ont qualifié de milieu de confiance. Donc, ils se disaient qu'ils ne se sentaient pas jugés s'ils faisaient des fautes de français parce qu'on savait qu'ils étaient là pour apprendre. Ils arrivaient avec des bagages de connaissances et d'expériences différents. Il y en a qui c'était leur premier stage, il y en a qui avaient fait d'autres stages avant. Il y en a qui étaient francophones, nés dans des familles francophones, mais il y en a qui étaient, leur langue maternelle était l'anglais, mais ils avaient fait de l'immersion. Donc, ils arrivaient avec des expériences différentes. Et ils ont eu des défis au niveau de la communication. Ils ont pris conscience de l'importance des services en français pour leurs clients et de la langue des services pour eux-mêmes. Entre autres, ceux qui étaient anglophones se disaient « Ah, ce serait difficile pour moi d'avoir des services de santé en français. » Donc, j'imagine pour un client de les avoir en anglais, ça peut être difficile. Ils ont développé des stratégies pour mieux communiquer, organiser les ressources, commencer à bâtir un réseau professionnel. Et tous, plusieurs nous ont dit, là, presque la majorité, presque la totalité, avoir développé un intérêt pour travailler en français dans l'avenir. Donc, quelques citations qui viennent des étudiants. Une qui dit « Je ne savais même pas qu'un wheelchair, c'était un fauteuil roulant en français. » Une autre qui dit « It's definitely challenging at the beginning. And then the added challenge of trying to learn the profession basically, like both of those going on at the same time, was definitely challenging. So it was like double the learning opportunity. » Et une autre qui dit, c'était vraiment le fait que tout le monde ici était au courant que le français n'était pas ma première langue. Ils me donnaient le temps de m'expliquer. They also helped me refine the word choice that I was using. Je ne me sentais jamais jugée parce que mon vocabulaire n'était pas aussi étendu. Et la dernière qui nous dit, en fin de compte, j'aimerais poursuivre ma carrière en français. J'ai vraiment aimé l'expérience. Pour l'aspect culturel, pour moi aussi, ma langue maternelle est le français, même si j'ai perdu mon français parce que j'ai poursuivi mes études en anglais. Je n'ai pas pratiqué ma langue, ça fait 12 ans. Pour moi, de la retrouver, j'ai vraiment fait une connexion et je me suis dit que je voulais retourner à ma langue maternelle. Donc, ces résultats-là sont présentés dans un article qui a été publié dans la revue Reflet et puis la référence est aussi dans la fiche de pratique numéro 16 dont on parle aujourd'hui. Et en conclusion, pour les organisations qui souhaiteraient reproduire l'expérience, accueillir un stagiaire bilingue, ça permet d'offrir des services en français à sa clientèle francophone, améliorer la préparation des futurs professionnels de la santé pour offrir les services en français en contexte linguistique minoritaire et ça peut faciliter le recrutement de futurs professionnels qui vont pouvoir offrir des services en français. Donc, je remercie les étudiants stagiaires qui ont participé au projet, les universités aussi, les coordonnateurs de formation clinique, les éducatrices cliniciennes qui ont supervisé les étudiants. Sur la photo, on en voit plusieurs. Là, la photo était au tout début du projet. Ça change avec le temps, comme vous savez. Et je remercie aussi Stéphanie Beau-Godwin et José Benoît qui ont fait l'analyse des données recueillies auprès des étudiants. Et enfin, Santé Canada pour leur contribution financière. Et c'est tout. Je vais arrêter le partage. Merci, Jacinthe. Ça fait Toujours un plaisir. plaisir. Alors, on revient encore à la période des questions-réponses. Notre public est invité à réagir. Auparavant, ah non, pas d'auparavant, je passe direct aux questions. Alors, Barbara Lausier nous dit intéressant d'avoir eu des présentations émanant de 3 catégories de partenaires, établissements de santé, groupes communautaires et institutions de formation. Donc, elle aimerait bien savoir donc de l'équipe du CBPA, donc je pense donc c'est adressé à Martine, comme groupe communautaire, comment c'est de tisser des liens avec le système et le monde de la formation et de la recherche pendant la mise en œuvre d'une telle initiative. Désolée, avec le monde de la recherche, la question? Oui, donc je répète la question. Donc, comment l'équipe du CBPA comme groupe communautaire, comment elle fait pour tisser des liens avec le système et le monde de la formation et de la recherche Oui. pendant la mise en œuvre de l'initiative? Je vous dirais que nous, dès le début des initiatives, dès le début du modèle, de un, ça a commencé par être un projet de recherche. Je vous dirais que au départ, puis souvent les organismes communautaires, le monde de la recherche nous fait un peu peur parce qu'on dit, oh, ça va être de l'investissement, du temps et tout ça. Je vous dirais pour nous, ça a été, c'est la recherche qui est venue à nous, puis on a accepté de leur donner une grande place, puis cette collaboration-là, ça fait une très belle expérience, puis ça nous a donné de l'expérience aussi comme organisme à but non lucratif à être associé à une recherche. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Ben,
c'est que je pense que c'est un peu grâce à la recherche qu'on a pu assurer une pérennité du programme parce qu'on a heureusement des données qui démontrent l'efficacité de notre modèle. Ça fait, sans ces données-là, ça aurait été un peu plus difficile de travailler cette pérennité-là. Je vous dirais que pour moi, pour nous, ben, pour toute l'équipe, la relation de confiance entre l'équipe de recherche puis l'organisme, ça a été essentiel au succès de l'initiative. Merci Martine. Alors, j'en profite pour dire à notre cher public qu'on entre dans une période où on pourra poser un peu des questions sur l'ensemble du programme. Donc, je vais sauter un peu de certaines questions à plusieurs de nos invités. Donc là, je reviens à Jacinthe. Question de Madame Solange Van Kemenade. Merci pour la présentation. Et comment élargir à plus d'institutions d'études postsecondaires cette initiative qui contribue au recrutement de ressources humaines francophones? Bon, les institutions d'enseignement, c'est pas eux qui créent les stages habituellement. Nous, pendant un certain temps, on avait créé notre clinique, puis on pouvait créer nos propres stages, mais habituellement, c'est pas elles qui créent les stages, c'est les milieux qui offrent des services de santé qui créent les stages. Sauf peut-être dans certaines disciplines là, où c'est plus réglementé. Comme en sciences infirmières, je sais que des fois, ils envoient des groupes d'étudiants à différents endroits, donc c'est l'université qui décide où ils les envoie. Mais autre que ça, c'est les milieux cliniques qui offrent les services qui décident qu'elles veulent un stagiaire. Donc, si vous êtes un organisme qui offre des services de santé puis vous voulez une étudiante en psychologie, en ergothérapie, en diététique, n'importe quoi, vous devez communiquer avec l'institution d'enseignement de votre région qui offre ce programme-là, la plus proche de chez vous. Et puis, c'est eux qui vont, tu sais, mais si vous faites juste leur dire que vous voulez un stagiaire, ils peuvent vous envoyer un stagiaire qui ne parle pas français. Donc, vous leur dites que vous voulez un stagiaire qui parle français. Si vous disent on n'en a pas, vous pouvez leur demander, bien, offrez le stage à quelqu'un d'une autre université parce que dans tout le Canada, il doit y en avoir qui parlent français. Et puis, nous, les institutions de formation, dans la plupart des disciplines, on est toujours à la recherche de stages. Donc, c'est pour ça que les coordonnateurs ont bien embarqué dans mon initiative puis m'ont envoyé des étudiants. Comme la personne qui m'avait dit, ton initiative ne m'intéresse pas parce que j'ai pas d'étudiants francophones, elle m'a rappelé 3 mois après, elle était bien contente de m'envoyer un stagiaire parce que on manque en physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, audiologie, on manque toujours de lieux de stage. Je pense que c'est la même chose en nutrition. Je ne sais pas, dans les autres disciplines, je connais moins, mais souvent, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on peut augmenter le nombre d'institutions d'enseignement qui participent à offrir à des étudiants qui sont capables de parler français, mais qui étudient en anglais, là, de faire un stage en français. C'est en demandant à ces universités-là de nous envoyer un étudiant qui parle français. Merci Jacinthe. Alors, question de Monsieur Sébastien Savard. Est-ce que la maîtrise variable de la langue française a nui à l'atteinte des objectifs cliniques du stage par certaines étudiantes? C'est pas la maîtrise de la langue, je crois, qui a nui. Il y a un étudiant sur nos 18 qui a eu de la difficulté. C'est un qui n'a pas voulu qu'on partage ses réponses. Mais il y avait déjà de la misère avec avec les aptitudes cliniques là, qu'il devait développer. C'est un étudiant qui avait déjà eu un petit peu de difficulté dans ses stages précédents qu'on a appris par après. Puis c'était un étudiant qui était francophone, là, celui-là de sa famille, même s'il étudiait en anglais, c'était un étudiant dont la langue maternelle était français. Donc, on avait des étudiants qui avaient une moins bonne maîtrise en français avant, mais qui avaient déjà des meilleures aptitudes cliniques, qui ont très bien réussi le stage. Donc, je pense que c'est sûr que ça prenait un milieu qui encadrait un petit peu, là. C'est sûr qu'on avait des superviseurs de stage qui ont embarqué dans le projet et qui ont donné le soutien aux étudiants pour ce qui est de la langue. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a donné ce soutien-là, on n'a pas eu de problème avec des étudiants qui n'ont pas réussi à cause de la langue. On était un milieu très francophone aussi, donc les étudiants avaient vraiment beaucoup la chance de pratiquer leur français, là, comme même à l'heure du lunch. On n'était pas là pour faire la police, mais nous, notre milieu, tout le monde parlait français à l'heure du lunch. Donc, les étudiants s'intégraient avec nous et parlaient français aussi à l'heure du lunch. Donc, c'était en immersion complète, nos étudiants, là, parce qu'on était vraiment un milieu très francophone. Donc, c'est sûr que ça a pu faciliter aussi le fait que la langue n'était pas vraiment une barrière là, pour les étudiants qu'on a reçus.
Merci Jacinthe. Alors, je me tourne un peu du côté du public et j'ai envie donc de poser certaines questions. Avez-vous entendu aujourd'hui donc des pistes de solutions que vous pourriez mettre en place ou bien avez-vous des objectifs ou des visées similaires à ces initiatives? Donc, en attendant de vous laisser donc le temps donc de réfléchir à ces questions, je voudrais encore poser la question à Jacinthe ou à une autre donc de nos panélistes qui pourrait aussi prendre la parole. Euh, Quelles sont les personnes qui devraient être engagées dans la mise en place d'une initiative comme la vôtre, toujours ailleurs? Moi, je dis les professionnels qui auraient le goût d'avoir un stagiaire, c'est à eux de prendre l'initiative pour demander des stagiaires en français, qui parlent français. Très bien. Alors, je regarde un peu, est-ce qu'il y a des questions par ici? Il me semble que non. Alors, une autre question, donc, chère Jacinthe, disons, par quoi commencer quand on veut entreprendre une initiative donc pareille? Comme ça. Oui. Il faut déterminer, pour chaque profession, il y a des règles sur qui peut superviser des stagiaires, là, comme pour un stage en physiothérapie, il faut absolument que la personne qui supervise soit physiothérapeute. Il y a des professions où c'est pas nécessaire, comme en ergothérapie, nos étudiants doivent absolument faire certains stages auprès de donc supervisés par des ergothérapeutes qui sont directement sur place, mais il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des stages émergents, donc dans des milieux où il n'y a pas nécessairement d'ergothérapeute sur place. Donc, il faut déterminer ça avec les coordonnateurs de stage de chaque profession, là. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à offrir comme stage, qu'est-ce qu'on aimerait obtenir comme étudiant. Et puis, si on dit, bon, mais moi, j'aimerais ça avoir un étudiant en ergothérapie, bien, c'est de communiquer avec le coordonnateur de stage du programme d'ergothérapie le plus près de chez vous. Si c'est nursing, bien, allez voir les programmes en nursing. Mais après ça, dire qu'est-ce que vous avez comme ressources, vous, pour superviser? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fonctionne avec les stages que cette université ou ce collège offre? Comment ça fonctionne? C'est avec eux qu'il faut déterminer là, comment on va pouvoir offrir des stages. Merci beaucoup, Jacinthe. Alors, j'en profite pour vous informer que notre panéliste, Madame Martina Haché, doit quitter dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions pour elle, donc n'hésitez pas tant qu'elle est encore des nôtres. En attendant, une autre question pour Madame Jacinthe. Est-ce que les stagiaires doivent posséder une assurance? Euh, oui, mais c'est le milieu de stage habituellement a une assurance pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu. Donc, on devait faire une entente de stage avec, entre l'université et le milieu de stage. Euh, et dans cette entente-là, euh, le milieu de stage s'engage à ce que son assurance accident de travail couvre aussi les stagiaires, par exemple. Très bien. Alors, j'ai un commentaire encore de Madame Barbara Lousier qui dit bravo à vous trois pour vos présentations, très différentes les unes des autres, mais en même temps super importantes pour la vitalité de nos communautés. Merci Barbara, c'est un commentaire qui fait toujours plaisir. Alors, j'en profite pour regarder encore. Est-ce qu'il y a donc des questions sur notre chat? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des mains levées? Pas vraiment. Alors, de mon côté encore, une autre question. Euh, donc, je pense qu'on a peut-être déjà répondu à cette question, mais je vais quand même la poser. Euh, Quels sont donc les partenariats à mettre en place pour ce genre d'initiative? Encore avec moi Avec ou toi, avec n'importe où, toute personne qui pourrait à aussi n'importe répondre. où. Mais je Mais vais bon. laisser d'autres répondre. Ah, donc, Gabrielle, je pense qu'elle a quitté parce qu'elle avait une autre OK. donc, Oui. obligation. Martine, je ne Mhm. sais pas si tu es toujours avec nous. Si. Voilà. Oui. Oui, ben, un petit peu comme je l'ai mentionné à la présentation, au niveau du partenariat, c'est essentiel. Je vous dirais que qu'est-ce qu'on a travaillé fort, nous autres, c'est la reconnaissance des services communautaires euh, mêlés avec les services publics. Donc, la reconnaissance des expertises en communauté. Puis pour ça, ben, il faut établir les relations de confiance avec nos partenaires. Au début, on pouvait avoir un peu de résistance, puis à force qu'on communique, puis qu'on on démontre la complémentarité des services,
cette confiance-là s'est établie. Puis après ça, ça devient vraiment intéressant de travailler ensemble. Là. C'est essentiel. Dans la péninsule acadienne, je dirais qu'on a une bonne renommée au niveau du travail en partenariat, mais ça devient essentiel que l'on soit en région rurale ou en région urbaine. Mais dans notre situation, ça fait partie du succès de l'initiative. Compléter pour les stages, mais c'est vraiment encore le partenariat entre le programme de formation et le milieu de soins qui reçoit l'étudiant. Donc, c'est la communication entre le milieu de soins qui reçoit l'étudiant et la coordonnatrice de stage ou le coordonnateur de stage est responsable pour les stages de l'étudiant dans le milieu de formation. Cette communication-là doit être dans les deux sens puis régulière là, pour assurer le succès d'un stage. Donc, bien faire connaître nos attentes aux coordonnateurs de stage. Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir, nous, comme milieu de stage? Quel type d'expérience l'étudiant va avoir? Le coordonnateur de stage doit bien communiquer ça à l'étudiant pour que l'étudiant n'ait pas de surprise non plus quand il arrive en stage. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci aussi, Martine, donc, qui s'est éclipsée à nouveau, mais qu'on devine toujours avec nous pour l'instant. Un autre commentaire de Madame Louise d'Entremont qui nous dit: Ah, allons-nous pouvoir visionner à nouveau cette excellente présentation? Merci beaucoup, Louise, pour donc, la question et le commentaire. Oui, donc, ces présentations donc, ont été enregistrées et vont être disponibles donc, pour visionnement après. Vous devriez recevoir donc, un lien vers l'enregistrement. Si on n'a plus de questions, peut-être qu'on va conclure malgré nous. Donc, c'est cette première séance donc de pratiques novatrices. La prochaine sera pour le 4 juin 2025. Donc, nous nous donnons un nouveau rendez-vous pour nous rejoindre. Et je voudrais donc remercier à nouveau donc, nos panélistes. Merci Gabriel, si elle n'est plus là. Merci Martine. Merci donc Jacinthe, merci Sébastien donc pour la présentation aussi du répertoire. J'en profite pour rappeler que le répertoire donc est donc consultable sur le site du GrefOps. Et donc je vous dis à très bientôt pour le second épisode de notre série Faites le plein.